Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes. On fait le point aujourd'hui sur la violence sexuelle et sexiste dans les industries culturelles et créatives dans les pays de la région de l'océan Indien. Notre invitée aujourd'hui, c'est Juliette Jeannin, chargée de mission éducation, formation, culture, santé, genre, entrepreneuriat de la Commission de l'océan Indien. Madame Jeannin, nous vivons dans un monde où il y a plein de défis, beaucoup de défis, surtout économiques. Et vous, vous venez avec les industries culturelles et créatives. Quel est le rôle vraiment au juste dans ce monde d'aujourd'hui? Le rôle des ICC, des industries culturelles et créatives, il est vaste. On entend toujours la culture comme un loisir. Mais la culture, c'est créateur d'emplois, en fait. Et la culture, les ICC, c'est vaste. C'est à la fois le cinéma, la musique, la peinture, les jeux vidéo. Et ça représente, pour Maurice par exemple, ça représente 2,7% du produit intérieur brut. C'est 19 000 emplois. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent aujourd'hui. C'est 500 millions d'euros. Donc oui, c'est important. Et c'est créateur d'emplois. C'est parce que derrière un musicien qui se produit, il y a toute une équipe technique. Derrière un peintre, il y a tout un écosystème. Ça vise aussi particulièrement l'insertion des jeunes. Parce que c'est les jeunes qui sont les premiers entrepreneurs aujourd'hui dans les industries culturelles et créatives. Et notamment à travers tout ce qui est numérique aujourd'hui. Et c'est vraiment, ça favorise l'inclusion des jeunes et des femmes et ça permet aussi leur émancipation. Et c'est elles qui sont les premières aussi entrepreneurs dans le tourisme culturel, tout ce qui est artisanat. Donc pour moi, c'est vraiment ça le rôle des industries culturelles et créatives, c'est d'être en premier secteur d'inclusion économique. Voyons ce qu'en pensent les acteurs de ces industries, l'industrie de la culture et de la créativité au niveau régional. Recherche par Urvashi Bikari Banchal. Il y a toujours un gap entre les artistes hommes et les femmes. Moi, prends dans mon domaine qui est le monde de l'humour, je trouve bien difficile pour nous réciter un humoriste de femmes, de mal représentés malheureusement. Et là, je pense que dans nos sociétés, encore jusqu'à l'heure, un certain machisme d'une certaine façon qui fait que quand aujourd'hui une madame lui négocie un contrat, on a tendance à prendre monsieur là, puis société qui madame là. Il y a aussi un certain encadrement des artistes, des différentes industries artistiques, que ce soit le cinéma, la musique, l'humour, etc., pour faire en sorte que tout bon artiste, qu'il est homme ou femme, soit payé de la même somme, soit et les mêmes opportunités, même quantité concert, même quantité performance. Avoir un encadrement juridique et peut-être légal autour des industries artistiques, ça aiderait. Au niveau de l'hôtel qui dépend beaucoup de artistes capable d'entertainer ce client, là aussi pareil, il trouve un artiste féminin qui plaignait de dire une discrimination ou soit fait une certaine façon de dire faire dominer avec eux. Oui, je connais jusqu'à l'heure pas pour site ban hôtel, mais là ban hôtel qui roule casse-prix, il n'est pas correct. Pour penser ça ban hôtel là, vous avez réalisé que sans ça ban artiste là, les ban soirée qui est là dans l'hôtel viennent un peu boring. Donc vous pensez nous avons réalisé aussi que aujourd'hui la vie devient de plus en plus chère, mais il n'y a aucune raison pour qu'ils ban artistes continuent à le même prix qu'ils ont pu gagner il y a 15-20 ans. Récemment, une question posée. Récemment, il y a une artiste internationale, une femme, qui ne peut pas performer, il rentre dans la foule et ben un risque Solens. Qui vous pensez là-dessus? Les dommages, c'est un acte vraiment, c'est du pur, c'est un abus, hein, clairement. Les dommages aujourd'hui d'arriver à un stade de performance féminin pour un père pour le performer parce que attention, un dimanche se cloder. Je pense que la société a encore beaucoup pour aller, a un long chemin pour aller. Pour nous réussir, respecter les artistes, les dames, les femmes, les artistes féminins. Mais il y a encore un long chemin pour aller, mais nous bisons prendre ce chemin-là assez vite. Une femme commence à s'émanciper, c'est mal vu. Être chanteuse, c'est mal vu. Donc les difficultés, on en rencontre tous les jours. On en rencontre dans la famille en premier, parce que la famille n'accepte pas le fait que tu fasses des études, que tu finisses tes études et que tu ne travailles pas dans un bureau, mais que tu chantes sur scène. Il faut savoir aussi qu'au Comores, chanter ne paye pas.
pas encore en tout cas. Et donc, ce n'est pas vu comme un travail, donc n'en parlons pas, un bon travail. J'étais confrontée des fois à travailler avec des musiciens et en tant que directrice artistique, ça a été très dur de donner mon avis, de pouvoir leur demander de suivre un leadership qui était différent parce que je suis une femme. Et je pense que cette légitimité, elle est encore difficile à mettre en place. On doit toujours doubler d'efforts pour trouver notre place, montrer que on est à la hauteur de notre responsabilité. La danse classique indienne, les traditionnels, ça. On a une place qui coûte des gens qui performent, ils n'ont pas un bon traitement, qui dépend de l'audience, qui a été l'audience ou performe devant qui a été du monde. Il y a des fois qu'ils n'ont pas l'importance là. Si une madame peut performer, il a besoin d'être respectée. In the first place. Dans l'Inde, un artiste de gagne recognition, de gagne award. Mais moi, pense dans Maurice aussi, ils comme ça. Quand un enfant peut apprendre danse, là, il peut assister, il peut performer là. Les élèves là, ils besoin écouter ce que le professeur là peut dire. Assez les besoin écoute la player, c'est pas qui musicien qui est là qui peut jouer, parce qu'il est besoin dans le même rythme là. Et en même temps, il besoin rappelle souvent le mouvement, c'est que le professeur finit montrer. On a un entourage familial qui est bien encourageant. On a un parent extraordinaire, un frère extraordinaire. Un petit copain justement qui aussi accompagne moi dans tout ça là. Je pense que si je partais dans cet entourage, je suis capable de monter beaucoup d'obstacles qui sont capables de monter. Madame Janet, vous êtes d'accord que chaque pays de l'océan Indien représente une culture assez spécifique. Est-ce que les projets de la CEI s'adaptent à ces pays-là? Bien sûr, on ne sort pas les projets de la CEI dans des chapeaux qui viennent de l'Europe, surtout. Ce n'est pas parce qu'on a des financements européens qui ne sont pas adaptés. Avant de faire un projet de la CEI, d'avoir des financements, on va sur le terrain, on va rencontrer les acteurs de terrain, des secteurs spécifiques. On parle aux jeunes, aux industries, au privé, au public. Et on fait donc ce qu'on appelle des études, mais c'est des études qui sont vraiment des témoignages. Et dans tous les projets qu'on a, c'est adapté. Et ensuite de ces études, on fait un projet. Et ensuite, on a des relais dans nos pays. Parce que c'est pas parce qu'on a notre siège à Eben qu'on fait le projet d'Eben, de Maurice. On a des relais dans chaque pays, chaque ministère, qui sont nos relais. Mais aussi, on vise tous les jeunes. Et on a un parlement aujourd'hui régional des jeunes de l'océan Indien et on travaille avec eux sur toutes ces thématiques. Et on a aussi le public visé. On travaille par exemple là avec les ICC, on travaille avec les opérateurs culturels. On va à leur rencontre, on va sur le terrain. Et c'est vraiment, on essaye d'adapter. Et on essaie aussi de diffuser les résultats, ce qu'on fait dans le secteur privé, dans le secteur public. Il faut qu'on s'adapte aux réalités du terrain. Parce que Maurice, c'est pas Madagascar, c'est pas les Comores, c'est pas la Réunion. Donc on est obligé de s'adapter en fait aux outils du terrain, à la réalité du terrain et du niveau de développement. Vous parlez de violences sexuelles et sexistes dans ces industries culturelles et créatives. Comment pensez-vous que ça affecte ces pays-là? Elles sont partout. Elles sont partout, mais elles sont tabous. On n'en parle pas. Et elles ont un effet... En 2025? En 2025, oui. Elles ont... Et plus généralement, quand on parle de violences sexistes, mais plus généralement, le mot genre, ce mot est tabou. On voit le genre, je prendrais, parce que ça va au-delà des violences sexistes, on voit ce mot comme négatif. Et en fait, on ne s'attaque pas aux vraies questions dans les ICC qui est tabou, c'est-à-dire qu'on parle aussi donc, de discrimination, de tout ce que vivent ces hommes et ces femmes. Et éviter ces violences sexistes et parler du genre aujourd'hui, c'est de garantir en fait d'avoir des conditions saines pour les opérateurs et opératrices culturelles et qu'elles aient une voix, qu'elles aient une représentativité dans le gouvernement, dans les institutions et qu'elles aient aussi des conditions saines de travail et qu'elles ne subissent pas de violences physiques. Mais les violences les plus graves sont les violences verbales, ces petits propos qu'on a, ces petits compliments un peu trop flattés, ces chantages aussi qu'on a. Et on le voit vraiment aujourd'hui dans nos pays, que ce soit par exemple dans le tourisme culturel, la danse, la musique, le cinéma. On le voit et on a besoin d'avoir ces discussions ouvertes et en fait on a besoin d'avoir donc brisé les tabous
Aussi, il y a des gouvernements qui puissent entendre en fait ce qui n'est jamais dit, parce que ces femmes et ces hommes, elles ne vont pas à la police parce qu'elles ne sont pas écoutées forcément. C'est pas pris au sérieux. Donc on a besoin d'avoir cette parole qui est libérée pour pouvoir les avoir ensuite dans des politiques législatives, que la justice aussi change et s'adapte aussi aujourd'hui à ce contexte. Donc le genre, en fait, il est partout. Il est partout et on doit avoir cette idée que le genre, c'est l'accès des femmes et des hommes à des conditions justes et qui soient justes pour tous. Madame Jeannet, aujourd'hui, on ne parle pas au niveau d'un pays, on parle de la région. Oui. Et surtout, on parle de violences sexuelles, sexistes. Quel type de discrimination est-ce que vous avez pu enregistrer? Alors dans les 6 pays que couvre ce projet, parce qu'il y a les 5 pays de l'océan Indien plus le Mozambique, on a entendu des témoignages de viols. On parle de chantage sexuel dans des universités, dans des coulisses. On parle de violence verbale, donc c'est-à-dire tout ce qui est chantage, mais on parle aussi de violence physique, d'attouchement. Donc c'est vraiment des sujets qui sont graves aujourd'hui et qui ne sont pas assez abordés dans nos 5 pays. Et on a besoin d'une meilleure aujourd'hui législation pour protéger, en fait, protéger ces opérateurs et opératrices aujourd'hui culturelles et garantir des conditions justes et favorables dans ces domaines. L'AFD soutient les projets de la CEI. Pourquoi l'intérêt de la France pour ces projets et les noms de réponse Urvashi Bikari Banjet? Au niveau de l'ONU ou de l'UNESCO ou autre, il nous faudra 150-200 ans pour avoir l'égalité. C'est des petits pas. Ça commence par une prise de conscience. C'est des stop and go. C'est surtout doit venir de la femme elle-même, de l'éducation et de son propre empowerment. Ce qui est certain, c'est qu'à l'AFD, on est convaincu que le développement passe avec la participation des femmes. Et je crois que ça, c'est de plus en plus acquis à travers le monde. Même les pays les plus conservateurs prennent conscience qu'une participation de la femme dans l'écosystème économique ou culturel et une participation active dynamise et renforce le pays, l'économie. Madame Jeannet, vous êtes de la Réunion, mais vous parlez aussi le créole mauricien. Effectivement, une question du public mauricien, une question en créole. Madame Jeannet, où au niveau COI, Commission de l'océan Indien, vous pouvez lancer ça même qualité projet-là. Comment vous pouvez faire suivi et pour guider ces projets-là pour réaliser? Je suis capable de créole mauricien, mais mon créole est mélange réunionnais mauricien. Donc, excuse mon créole parfois. Pour faire le suivi, bon projet COI, nous pouvons aller sur le terrain, nous pouvons aller voir aussi bon opérateur là, par exemple pour projet culture là, nous pouvons aller à la rencontre parce que nous pouvons répondre aux besoins de la population, besoins des gouvernements. Donc nous pouvons aller pour voir comment le projet il déroule sur le terrain. Ça c'est le premièrement. Ensuite nous avons des indicateurs là, qu'il est pour le projet, pour le bailleur, que le donateur de fonds. Il y a besoin de suivre combien... Effectivement, il y a beaucoup d'argent dedans, l'argent qui vient depuis l'Europe. Et contribuable de l'Europe, dire, je donne taxe, je donne l'argent, et carry de l'argent. Exactement. Nous avons besoin de mon chiffre, parce que c'est vrai que bon, ce chiffre-là est important pour montrer, mais c'est la réalité, pas que mon chiffre, la réalité sur le terrain est important. Quand nous avons bonne formation là, nous former bande jeunes, bande professionnelle là. Nous pouvons montrer par exemple, si nous pouvons former après, qu'est-ce qui se passe? Bonne formation là. C'est montrer qu'après ça, la formation là, par exemple sur la santé, la culture, ces formations là, la santé par exemple, quand nous pouvons former professionnels santé là, il est capable de répondre aux épidémies, chikungunya, dengue, il est capable de développer une stratégie, il est capable d'être sur le terrain. Tout ça, c'est pour montrer que nous faisons des actions. Et c'est pour ça que la France, il donne l'argent, l'Europe, il donne l'argent. Et nous, pour montrer les actions que nous faisons. C'est pareil pour la culture. Quand nous donne l'argent, quand on a de bourse, nous, pour aller filmer les bandes bénéficiaires là, parce que les bandes bénéficiaires, nous envoie bénéficiaires, par exemple, on envoie les bandes bénéficiaires comoriens à Festival de la BD au Canada. On envoie des bandes mauriciens
à La Réunion. On voit bon Mauricien, Seychelles. Ben, nous pouvons suivre ces gens-là et ensuite, quand ils reviennent, qu'est-ce qu'il a gagné aussi? Il a gagné professionnalisation, un réseau. Parfois, il a gagné le marché, la visibilité pour les opérateurs culturels. C'est pas aller seulement un petit bourse là pour aller faire un bas carré, voyage là. Non, c'est pour rencontrer le réseau là, co-créer ensemble. Et ça, c'est la coopération régionale aussi. Quels sont les effets des conflits dans le monde? On entend parler de plusieurs guerres, surtout cette année-ci. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est l'effet sur la culture? La culture, c'est un enjeu fédérateur. En fait, quand il y a vous voyez qu'il y a une crise, ben en fait, la culture, c'est ce qui rassemble. Et on va faire, ça permet d'oublier. Et en fait, on est tous différents. On peut tous être différents, venir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres religions. Et en fait, la culture, ben, ça permet de rassembler, ça permet la cohésion de la nation en fait. C'est l'héritage, notre histoire. Ça, c'est le mélange c'est le mélange de toutes nos cultures, de nos îles. Aujourd'hui, on est ensemble, par exemple, et on se rassemble autour de la culture. Et c'est vraiment fédérateur, la culture là. C'est le pilier en fait de la société, la culture. Parce que quand il y a la guerre, il y a la destruction. C'est ça. Et en fait, ça oublie. En fait, on se retourne vers nous-mêmes. Et en fait, on a la même histoire, donc on est tous ensemble. Madame Jeannette, quels sont les résultats que vous espérez de cette rencontre ici à Maurice et de cette thématique? Premièrement, on a libéré la parole. C'était le premier but. Et des témoignages que vous avez eus, vous avez entendu des choses qui sont tabous, qu'on n'aurait jamais entendues avant et qui n'ont jamais été dites avant. Donc ça, c'était la libération de la parole. Ensuite, c'est bien de parler, mais on nous a dit, vous faites quoi après la parole? Donc après de sa parole, maintenant, c'est pour ça une rencontre, on se rencontre, on échange et on agit. Donc nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de réfléchir à quelles actions on peut mettre en œuvre. Des actions rapides, simples à diffuser. Déjà, on voit sur du court terme, qu'est-ce qu'on peut diffuser au niveau à Maurice, dans l'océan Indien. Et ensuite, nous, notre rôle en tant que commission de l'océan Indien, c'est de faire aussi du plaidoyer auprès de tous les gouvernements. Donc on va aller de l'avant, on va créer une feuille de route, on va établir des recommandations et on va les plaidoyer auprès des ministères. On va voir comment on peut implémenter avec eux, les aider à créer en fait le cadre propice durable. Et aussi, ça va au-delà des ministères, puisqu'on parle de violence. On peut dire quel effet on va avoir sur la justice aussi. Parce que c'est bien beau d'avoir des politiques, mais si elles sont appliquées, est-ce qu'elles sont vraiment appliquées? Et on est prêts, nous, la Commission de l'océan Indien, à accompagner et aller faire ces démarches et être sur le terrain et à faire, s'il faut, des formations, de la sensibilisation. C'est ça qu'on veut, en fait. Donc à la fin, on veut qu'il y ait au moins 50%, 60% de femmes qui soient dynamiques et on va faire ces portraits de femmes à la fin du projet et on va voir les changements qu'il y aura. Et c'est ça qu'on va mesurer à la fin et on va voir aussi tout ce qui est après, qu'est-ce qu'on peut faire après, qu'est-ce qu'on a infusé dans la société et on espère avoir infusé du changement dans nos sociétés de l'océan Indien et de l'Indienne Océanie. Merci Madame Jeannin pour toutes ces précisions. C'était Juliette Jeannin, chargée de mission éducation, formation, culture, santé, genre, entrepreneuriat de la Commission de l'océan Indien. Le rôle de la femme et la contribution de la femme très importante dans le progrès du monde entier. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.